Je vois, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc ce soir, nous allons parler de quoi? La bête du Gévaudan, je crois. Hein. C'est bien ça le sujet de ce soir. Donc, bien, alors, moi, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Éric Joie, ça vous le savez déjà. J'ai un brevet de guide nature, j'ai fait une formation de guide de randonnée et ça fait plus de 30 ans que je m'occupe de cryptozoologie, donc de recherche d'animaux non encore répertoriés, non encore identifiés. Alors, j'ai participé, organisé plusieurs expéditions sur la Norvège, sur l'Écosse. Pour l'instant, c'est surtout le Canada et le Bigfoot qui est mon principal centre de recherche. Et bien, Alain, je le connais depuis quelques années aussi, et se présentera lui-même, un grand spécialiste de la baie du Gévaudan. Et il est venu faire une ou deux conférences déjà lors de nos symposiums. Et on a décidé que, bon, ben, pourquoi pas une conférence ce soir sur la belle du Gévaudan. Surtout, tiens, Alain, tu ne sais pas, mais la semaine passée, j'ai vu que sur France 3, il y avait Secret d'Histoire, qui est une réédition de 2021 avec, allez, et moi, euh, le présentateur, le nom m'échappe maintenant. Quelqu'un m'aide. Aidez-moi au secours. Euh, celui qui présente toujours les émissions royales et compagnie en France. Allez, aidez-moi au secours. Il m'échappe. Il m'échappe. Ah là là, ça c'est grave. Bien, soit, ça me reviendra plus tard. Donc, Alain, je vais donc te laisser la parole maintenant. De temps en temps, peut-être pour te poser une question d'autre, il va peut-être de t'interrompre, mais c'est peut-être pas sûr. Et donc, eh bien, moi, je vais disparaître dans les limbes. Je vais lancer, dès que tu me l'auras autorisé, les diapositives. Et là-dessus, je disparais et je te laisse la parole. Voilà. Eh bien, bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez sans problème. C'est avec grand plaisir que je vous invite à débattre ce soir d'un de mes mystères zoologico-historiques préférés, la fameuse affaire de la bête du Gévaudan. Alors, j'y suis arrivé il y a maintenant plus de 20 ans avec la sortie du film Le Pacte des loups. Et mon rôle, depuis, a surtout consisté à accumuler la documentation dont on dispose et la rendre disponible au grand public, donc sous forme d'un gros pavé qu'on peut trouver sur Internet, qu'on appelle familièrement la chronodoc, et qui a pour ambition de rassembler tous les documents connus, édités, discutés et après soumis aux analyses des chercheurs, historiens, cryptozoologues et autres que l'affaire peut concerner. Alors cette histoire de la bête du Gévaudan, je crois qu'il est très important de bien l'aborder dès le début, présente deux angles très différents. Il y a un statut à cette histoire qui la rend quasiment mythique. C'est une histoire faramineuse, très noire, avec énormément de victimes, ça fait extrêmement peur, c'est absolument sans égal. Et puis, il y a une dimension tout à fait historique, c'est une histoire qui a une réalité, et quand on regarde cette réalité, il faut bien reconnaître que c'est certainement toujours aussi touchant, c'est toujours une affaire de personnes qui ont été tuées, qui ont été pourchassées, mais la disparition de la partie mythique est très sensible quand on replace dans le contexte des histoires de bêtes dévorantes dans l'histoire de France. La bête du Gévaudan
a peut-être été unique pour autant qu'on sache, mais pas en tant que bête dévorante. L'histoire de France comporte des dizaines d'histoires de bêtes dévorantes, et quand on regarde ces différentes histoires, elles présentent de très grandes similarités avec l'histoire de la bête du Gévaudan, mais ça a tendance à ramener à très petite dimension cette histoire. De quoi parle-t-on? Le Gévaudan, on va rentrer un petit peu dans les détails par la suite. Quand tu me le dis, je lance les liens, hein. C'est quand tu me le dis. Hein. Donc on va revenir sur les détails sur ce qu'était le comté du Gévaudan à l'époque. C'est 100 000 habitants à peu près, nous sommes en 1764. Et l'affaire de la bête du Gévaudan, c'est 300 attaques, certes, c'est 100 morts en 3 ans. Alors, 100 morts en 3 ans, la grippe a fait beaucoup plus de dégâts en Gévaudan à l'époque que la bête. Et parmi les autres bêtes dévorantes de France, certaines ont duré beaucoup plus longtemps et ont beaucoup plus de victimes à leur actif. Dans le département même d'où je vous parle, en France, les Yvelines, en octobre 1677 et jusqu'en février 1683, donc sur une période de 6 ans, le double de la durée de l'affaire de la bête du Gévaudan, 200 personnes ont été tuées. Donc le double également du nombre de victimes tuées par la bête du Gévaudan. Or, j'ai vécu toute ma vie dans les Yvelines, je n'ai jamais entendu parler de la bête de l'Yveline avant de m'intéresser à la bête du Gévaudan et par extension aux autres histoires de bêtes. La bête du Val-de-Loire, qui a précédé de peu l'histoire de la bête du Gévaudan, 1742 à 1754, a duré 12 ans, 4 fois la durée de la bête du Gévaudan. On connaît au moins 147 personnes tuées et peut-être plus de 200. Donc là encore, le double de victimes de la bête du Gévaudan. Alors, la première question qu'il convient de se poser, c'est qu'est-ce qui a pu rendre la bête du Gévaudan si célèbre? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'elle est si unique dans l'histoire? Et bien sûr, le fait de la présenter sous un angle ou sous un autre, ça permet déjà de délimiter un petit peu le champ des réponses possibles. Donc si tu veux bien lancer les premières images, s'il te plaît. Ouais. Voilà. Si on considère que la bête du Gévaudan est une affaire absolument extraordinaire, il paraît logique de se poser la question d'une réponse ou de plusieurs réponses extraordinaires. Si au contraire, on pense qu'il s'agit d'une affaire plutôt ordinaire qui s'est produite maintes fois dans l'histoire de France, dans ce cas-là, des solutions plus ordinaires semblent adaptées. Alors, cette bête qui mangeait le monde, de quelles circonstances, de quel concours de circonstances a-t-elle bénéficié pour avoir droit à cette réputation? Et là, la réputation, elle est unique, hein, aucune autre bête ne peut prétendre avoir cette réputation. Comment expliquer qu'elle l'ait eue alors que ces exploits, ces tristes exploits, ne font pas partie des records de bêtes dévorantes? Il y a à cela plusieurs explications. Et nous allons nous replonger tout de suite dans le contexte historique. Juin 1764, nous sommes sous le règne de Louis XV, et pour Louis XV, c'est déjà la fin de règne. Lui qui a été le roi bien-aimé après la catastrophe sociale qui a été le règne de Louis XIV, a lui-même relancé des campagnes, des constructions qui ont coûté cher et a dû faire face à un certain nombre de problèmes intérieurs. Et il n'est plus bien aimé, non seulement ça, mais beaucoup de parlements et de régions de France sont en révolte. Donc, Louis XV est dans une situation déjà très difficile au plan intérieur,
Et au plan extérieur, il vient de perdre la guerre de 7 ans, guerre dans laquelle certains voient l'une des premières guerres mondiales, puisqu'elle s'est déroulée également au niveau des colonies. Et il est donc fragilisé, ne peut pas paraître fragilisé, c'est quand même un souverain absolu, de roi divin. Une histoire comme celle de la bête du Gévaudan, où la figure du roi protecteur est remise en cause, tombe pour lui à un très mauvais moment. Et ça va certainement entraîner des réactions de la part du roi, de la cour et des institutions qui ont donné à l'affaire un retentissement qu'elle n'aurait peut-être pas connu autrement. Deuxième point, la presse. La presse est un média relativement neuf en Europe, mais à l'occasion, entre autres, de la guerre de 7 ans qui vient de s'écouler, les gazettes, les journaux de l'époque ont réussi à connaître un développement assez extraordinaire, pour certains même réussissant à s'affranchir en partie des contraintes des monarchies absolues, profitant aussi des statuts différents dans différents pays européens. Les gazettes sont devenues un média de consommation relativement courante, chez les lettrés naturellement, mais également chez les non-lettrés, parce que ceux qui savaient lire utilisaient les gazettes pour rapporter les nouvelles à ceux qui ne savaient pas lire. Avec les guerres de 7 ans, un réseau de gazettes s'est développé qui couvrait depuis le Canada et les États-Unis à l'ouest jusqu'à la Russie à l'est, et des monarchies nordiques, Suède ou Norvège, jusqu'à la côte nord de l'Afrique, sans compter bien sûr l'autre puissance qu'on a un petit peu tendance à oublier à l'époque, la Turquie. Les nouvelles transitaient relativement rapidement. Les nouvelles étaient reprises d'une gazette à l'autre, d'un pays à un autre, passaient très rapidement les frontières, et là aussi, ça met une pression de plus sur le roi. Il n'est pas question d'étouffer une histoire intérieure. Elle va être connue dans l'Europe entière. La tsarine Catherine de Russie est une lectrice passionnée des mésaventures de la bête. Le roi de Prusse est lui aussi passionné. Et on a encore des exemplaires de gazettes en langue anglaise et française du Canada. Donc ce fait divers va rapidement capturer les passions. À cause de la pression que ça va mettre, parce que l'étranger qui vient déjà de remporter la guerre de 7 ans ne va pas se priver de se moquer du roi de France qui n'arrive pas à mettre un terme à la prédation de la bête. Et au niveau interne, parce que voilà, l'affaire va circuler, toute la France, et donc au-delà, va savoir qu'il y a cette bête. Et ce qui aurait pu être noyé dans des entrefilets va au contraire prendre une place prépondérante, parce que suite à la fin de la guerre, la presse a plus grand-chose à se mettre sous la dent, si j'ose dire. Donc ce fait divers, avec son côté un peu fantastique, va capturer les passions, va déclencher une véritable bulle médiatique. Et c'est sans doute là l'explication qu'il faut chercher à la popularité de l'histoire de la bête du Gévaudan. Elle est arrivée pour elle au bon moment, pour que d'une part, elle soit médiatisée, et pour que d'autre part, le pouvoir central français se voit contraint d'agir de façon très visible et donnant lieu du coup à la création d'une série de documents comme on n'en a aucun pour d'autres affaires de bêtes qui ont duré plus longtemps ou qui ont fait plus de victimes. Lorsqu'on fait des recherches sur ces autres bêtes, on n'a pas le 10e de la masse documentaire qu'on peut accumuler sur la bête du Gévaudan. Alors, sur l'image que vous voyez ici, vous voyez
ce qui a aussi accompagné les gazettes, ce sont les estampes. Les estampes comblaient encore le lien, faisaient le lien entre les personnes qui savaient lire les gazettes et ceux qui ne savaient absolument pas lire. Bon, même si vous ne saviez pas lire et que vous n'aviez pas quelqu'un qui était capable de vous lire les nouvelles, vous pouviez toujours regarder les estampes. Alors, les estampes informaient. Si vous regardez les différentes vignettes de ce dessin, toutes ces vignettes correspondent à des événements parfaitement avérés, parfaitement documentés. En revanche, naturellement, la représentation en elle-même de la bête, d'emblée, va prendre des proportions fantastiques. La chose qui est représentée sur ces images, bon, parfois peut ressembler à quelque chose de naturel, mais celle que l'on voit au centre sur la grande image, par exemple, c'est parfaitement fabuleux. Alors, il y a plusieurs raisons aussi à cela. La première étant que parmi toutes les illustrations, et il y en a des tas, toutes les illustrations que nous possédons encore sur la bête du Gévaudan, on ne peut prouver qu'aucune n'a été dessinée directement par ou sur les indications de quelqu'un qui ait vraiment vu la bête. Donc toutes ces œuvres, et on pourra en revoir d'autres à l'occasion, toutes les représentations de la bête, et qu'elles soient picturales ou qu'elles soient dans le sein d'un article de gazette, la plupart de ces descriptions sont fictives. Ces représentations sont faites d'imagination, et à partir du moment où on n'est pas contraint à représenter une réalité, bien sûr, plus l'animal paraît fabuleux, mieux ça se vendra, et c'est tout bénéfice, bien sûr, pour les colporteurs et les éditeurs de ces gazettes et de ces estampes. Donc, dès le début, de toute façon, même lorsqu'on parle d'événements avérés, d'événements historiques, documentés, tout de suite, il s'est mêlé à l'histoire de la bête du Gévaudan un aspect fabuleux, légendaire, qui se poursuit jusqu'à nos jours, et en dépit de toutes les recherches qui ont été faites et de toutes les mises au point qui ont été apportées par énormément de chercheurs, un grand nombre de légendes, et là je parle bien de pure légende, d'inventions sur la bête du Gévaudan, continuent de circuler comme étant une vérité. Donc, savoir démêler le vrai du faux est indispensable lorsqu'on veut s'intéresser à la réalité de la bête. D'un autre côté, il faut reconnaître que cette aura fabuleuse apporte quelque chose à cette histoire dont il serait bien dommage de vouloir se passer. Un séjour en Gévaudan est d'autant plus passionnant, voire parlant, que on garde à l'idée que ce à quoi pensaient les gens, à la fois les victimes ou les habitants du Gévaudan, que toutes les personnes qui se sont informées ou qui ont gravité autour de la terre, de cette affaire, toutes ces personnes avaient en tête les faits réels dans certains cas, et cet imaginaire de la bête par ailleurs. C'est pour le chercheur un inconvénient, mais pour l'amateur de mystère historique, pour l'amateur d'ambiance, c'est aussi une richesse. Alors, nous parlons Gévaudan, nous avons replacé le contexte historique. Il serait bien également de replacer le contexte géographique. Donc, sur cette image, vous avez l'emplacement approximatif du Gévaudan. Alors, le Gévaudan, à l'époque, était d'une part un diocèse de l'Église catholique, par ailleurs un comté, et il correspond grosso modo
à quelques paroisses de l'époque, de nos jours on dirait communes, qui ont changé, notamment après la Révolution française. Grosso modo, ça correspond à l'actuel département de la Lozère. Mais, quand on parle du strict Gévaudan, on ne parle que d'une partie de ce qui conviendrait de nommer le territoire de la bête. Les premières attaques de la bête n'ont pas en fait eu lieu en Gévaudan, mais un peu plus à l'est, du côté de Langogne, pour ceux qui connaissent. On verra un peu plus sur une carte suivante. Elle est remontée loin vers le nord, dans l'Auvergne. Et elle est également redescendue vers le sud-ouest, ce qui fait que son territoire réel est beaucoup plus vaste que le simple Gévaudan. Le cœur du territoire de prédation de la bête, c'est bien le Gévaudan, et encore, ça va même poser des problèmes administratifs aux chasseurs de la bête. On est la plupart du temps à cheval sur la frontière qui sépare la province d'Auvergne de la province du Languedoc. Alors, voici une reconstitution du territoire de la bête réalisée avec les moyens du bord. Alors c'est dommage, j'ai pas réussi exactement à y mettre l'échelle. Tout au nord de la carte et en dehors du territoire de la bête, on distingue à peu près la ville de Clermont-Ferrand. Et autrement, on peut donc tenter de situer le Puy-en-Velay, qui se situe à l'est du territoire, Mende, qui était la capitale du Gévaudan et dont on remarque qu'elle se trouve un peu au sud de ce territoire, à l'est, qui correspond essentiellement aux premières attaques de la bête, comme je disais, du côté de la ville de Langogne, et vers l'ouest, descendant largement dans le Languedoc, après avoir contourné le plateau de l'Aubrac, qu'on peut voir sur cette carte. Il apparaît un peu comme un vide dans la partie sud-ouest de cette carte. Alors, cette carte représente en rouge les différentes attaques de la bête, attaques qui ont été ou non mortelles. En jaune, ce sont des endroits où la bête a été vue sans avoir été responsable, sans avoir provoqué une attaque à cet endroit-là. Et j'ai rassemblé sur cette partie-là de la carte les 3 années de prédation de la bête, de juin 64 à juin 1767. En réalité, elle n'a jamais attaqué en permanence sur l'intégralité de ce territoire. Alors ce serait vraiment partir dans les détails que d'essayer de voir par période les différents territoires sur lesquels la bête a pu attaquer. Disons simplement que si l'on rentre vraiment dans le détail, période par période, on arrive à voir que la bête a connu plusieurs territoires, plus petits que celui qui est indiqué ici, qu'elle y demeurait un certain temps, puis allait se déplacer dans un autre de ces territoires. Une remarque intéressante qu'on peut effectuer, et alors je l'ai faite là aussi avec les moyens du bord à partir de Google Earth, mais d'autres chercheurs l'ont fait par analyse statistique, à certains moments, et notamment au tournant de l'année 1764-1765, il semble qu'il y ait eu plusieurs territoires différents qui aient été occupés en même temps et qui étaient séparés par une certaine distance. Ce qui pourrait être un indice, mais pour le moment ça reste juste un indice, ce n'est pas une preuve, que ce qu'on appelle la bête du Gévaudan pourrait avoir été en réalité la conjugaison des attaques de plusieurs bêtes. Une ou deux par territoire peut-être. Et
Au fur et à mesure de son existence, donc il y a eu des déplacements, mais il y a eu aussi des chasses, des animaux ont été tués, certains ont été assimilés à la bête, d'autres non. Mais on remarque qu'au fil de l'histoire, 64, 65, 66, 67, le nombre et la surface des territoires se réduisent et que finalement, on arrive pour les années de la fin de l'année 65 à l'année 67 à un territoire beaucoup plus petit qui serait situé à l'emplacement où il y a un nombre particulièrement dense d'attaques rouges, du côté est et vers le nord du triangle du territoire total. D'un autre côté, on a également repéré que un animal, probablement le même, était parfaitement capable de couvrir de grandes distances au cours d'une même journée ou sur quelques journées successives. Donc, comme je disais, une bête ou plusieurs bêtes, on n'a toujours pas de preuves à véritablement parler. Tous les déplacements qu'on peut imputer à la bête pourraient rentrer dans les capacités, par exemple, d'un grand canidé. En revanche, c'est absolument pas compatible avec le principe d'économie qu'un prédateur, comme l'était la bête, se devait de respecter. La bête n'avait pas envie de faire plus de kilomètres que nécessaire pour se nourrir. Donc, il semble bizarre qu'elle ait attaqué un jour au nord de son territoire, puis le lendemain au sud, et puis un jour à l'est, puis un jour à l'ouest, et puis revenir. Donc, c'est une des questions qui reste encore en suspens, et pour le moment, les cartes ne nous permettent pas de trancher. Comme je le disais en présentant les bases de l'affaire, on dispose pour la bête du Gévaudan d'un nombre de documents d'époque absolument faramineux. Ces documents sont de plusieurs ordres. Un des types de documents les plus précieux pour nous, ce sont les registres des paroisses, qui étaient donc tenus par l'Église. Il n'y avait pas encore d'état civil laïque. Et bien entendu, pour les victimes de la bête, il y avait des notices pour les notices de décès et d'enterrement. Donc là, je vous montre un exemple qui correspond à la première victime tuée par la bête que l'on connaisse, la petite Jeanne Boulet. Alors, selon la qualité de votre écran, de vos yeux, de vos lunettes, vous pouvez voir qu'une partie de ce registre paroissial a été encadrée en rouge et on arrive à distinguer juin 1764, blablabla, a été, etc. C'est un format qu'on retrouve tristement dans énormément de registres paroissiaux sur tout le territoire de la bête. Tel jour a été dévoré par la bête féroce, un tel, fils ou fille de un tel et une telle, résident à, et a été enterré le temps par, etc. Alors, c'est fort triste. Pour les chercheurs, ça nous donne évidemment des renseignements très précieux. Et très souvent, c'est aussi ce qui nous permet de retracer un peu entre l'acte de naissance, l'acte de mariage, l'acte de décès, ce qui nous permet de retracer un peu la vie et l'existence de toutes ces personnes, toutes ces victimes, qui n'étaient pas nées, bien sûr, pour être connues comme victimes de la bête du Gévaudan, qui avaient des projets, qui avaient des espoirs. Beaucoup ont survécu, heureusement. Mais je trouve très important que, quand on parle de la bête, bien sûr, on ne perde jamais de vue que cette histoire de bête, c'est une histoire de personnes. C'est l'histoire de ses victimes, c'est l'histoire des personnes qui lui ont résisté, c'est l'histoire des personnes qui l'ont chassé. Et pour ça, ces documents sont à la fois précieux et extrêmement émouvants.
L'autre genre de documents sur lesquels nous nous appuyons énormément, ce sont les différents comptes rendus, procès-verbaux, lettres, correspondances, rapports qui ont été faits par les chasseurs de la bête ou les officiels à différents niveaux, depuis les consuls des paroisses, donc l'équivalent des maires ou des conseils municipaux de l'époque, en passant par les représentants des différents districts du Gévaudan et des pays alentours, les intendants des provinces et bien sûr jusqu'au ministre et au roi lui-même. Donc tout ça, ça nous donne une masse documentaire parfois très précise et extrêmement riche, avec là aussi parfois outre l'intérêt historique, des témoignages ou des impressions de direct qu'on peut avoir en lisant ces documents qui sont absolument fantastiques. Alors, je ne voulais pas présenter ici parce que malheureusement il rend très mal à l'écran, mais l'un des chasseurs envoyés par Louis XV, son propre porte-arquebuse, monsieur Antoine, s'est trouvé un soir après une chasse à rédiger une lettre où il raconte sa chasse de la journée, et dans la lettre, il écrit « J'entends une rumeur, je m'arrête d'écrire », et une ligne plus bas, il reprend sa lettre « Je viens vous informer que la bête vient d'attaquer une jeune fille non loin du château où je loge. » Et que dire? À chaque fois que je relis ce document et que je vois, puisque l'original existe, je ne l'ai vu qu'en reproduction, je ne l'ai pas tenu entre mes mains, mais à chaque fois que je relis ce passage, c'est comme si on avait un reportage en direct. Et c'est aussi, je pense, ce qui fait du coup l'un des éléments qui ont permis à cette histoire de bête de survivre. Il est tout à fait possible de s'imprégner de cette histoire et du vécu et du quotidien, du jour par jour, parfois mètre par mètre, de cette histoire et d'en retrouver les traces même en Gévaudan. On prend le document, on suit les indications et on retrouve un lieu d'attaque, on retrouve un lieu d'habitation. On peut vraiment mettre ses pieds dans les pas des victimes et dans les pas de la bête. Alors, bien sûr, on en a déjà parlé, les attaques de la bête commencent du côté de Langogne en juin 1764. Il se passe quelque temps avant que l'on se rende compte qu'il y a vraiment une bête et qu'il ne s'agit pas simplement d'attaques d'enfants ou de bergères isolées. Les premiers documents qu'on a ne mentionnent pas on a une bête, et ne mentionne encore pas du tout la bête du Gévaudan. Il faut attendre quelques semaines, quelques mois avant qu'on se rende compte que oui, décidément, il y a quelque chose derrière ces attaques de bergers, ces disparitions, ces cadavres qu'on retrouve, et qu'on commence à parler d'une bête, puis bientôt de la bête féroce, la bête du Gévaudan un peu plus tard, lorsqu'elle commencera à se fixer dans le Gévaudan même. Et naturellement, que ce soit les pouvoirs locaux ou les pouvoirs plus hauts dans l'administration royale, ne vont pas rester inactifs. Les premières chasses ont lieu aux environs de Langogne et semblent relativement efficaces puisque la bête va quitter le territoire de Langogne, ne va plus y attaquer avant une assez longue période. En revanche, est-ce qu'on a tué des bêtes ou des composantes de ce qu'on appelle la bête à cette époque-là? On ne le sait pas. Toujours est-il qu'en revanche, les attaques commencent en Gévaudan, et de nouveaux territoires se développent dans le Gévaudan. Donc les chasseurs vont suivre dans la mesure de leurs moyens
les autorités vont tâcher d'organiser des chasses et des battues plus efficaces, sans grand résultat. On va faire appel à des chasseurs volontaires. On a très peu de moyens de réquisitionner des gens avec les moyens qu'on a. Et on va proposer un certain nombre de récompenses. Sur l'image que vous devez voir à l'écran ici, vous avez un avis au public qui propose l'une de ces récompenses, une somme de 2000 livres, déjà une petite fortune, pour quiconque pourrait tuer ce qu'on supposait être la bête, un animal unique, et ce n'est que le début, parce que moins les chasses vont se révéler fructueuses, plus les récompenses incitatives vont monter. Au total, jusqu'à 10 000 livres vont être proposés à différents moments et par différents échelons, depuis l'échelon local jusqu'à l'échelon royal. Le vainqueur de la bête aurait pu réclamer une récompense de 10 000 livres. Et là, c'est la fortune, c'est de quoi s'acheter un troupeau de plusieurs dizaines de bêtes. C'est l'équivalent de plusieurs années de travail pour un ouvrier agricole. Et malgré ça, dans les premiers mois, on n'arrive à rien. J'avais entendu, ou j'avais lu, je ne sais plus où entendu, que les 10 000 livres ou cette somme équivalente était l'équivalent de 30 années de travail. Ça peut, oui, c'est toujours très difficile d'établir exactement une valeur pour des prix aussi anciens, mais oui, ça pouvait facilement faire 20 à 30 années de travail. Donc d'une part, c'était la retraite assurée, et puis c'était bon pour une famille pauvre ou même pour un petit noble de l'époque qui aurait mené une chasse et qui aurait tué la bête, c'était une somme absolument colossale. Mais malgré tous ces efforts, malgré toutes ces primes, on n'arrive à rien. Et c'est là que commence à se développer la légende de la bête. À mesure que la rumeur se répand par les gazettes, les témoignages s'accumulent, on commence à avoir des descriptions de la bête, mais, comme je le disais, dès le départ, le fabuleux se mêle à la réalité. Et on peut retrouver dès cette époque-là, dès l'époque de octobre à décembre 1764, d'une part des faits absolument avérés, des noms de personnes qui ont existé à l'époque, qui sont mentionnés, et dans des contextes qui sont absolument peu crédibles. Qu'un abbé qui avait la bête en joue ait pris peur parce que la bête a bougé et se soit enfuie en criant, ça c'est crédible, mais que quelqu'un ait vu la bête sauter et l'ait entendu dire avouez mon ami que pour un vieillard de 80 ans ce n'est pas mal sauté, bon, ça par contre c'est assez clairement de la fabulation. Un endroit qu'il est intéressant de visiter se nomme Pont-à-Joux, c'est un petit village sur le ruisseau du même nom, où habitait un certain paillère surnommé Bégou. Et moi et des collègues avons fait des recherches justement dans les états civils. On a retrouvé la trace de monsieur Paillère, dit Bégou, qui avait bien une maison qui était pas loin du Pont-à-Joux. Donc, il a existé, il n'y a pas de problème. Mais ce que nous raconte ce monsieur, c'est que sortant un matin très tôt de sa maison, il a vu sous la lune un homme se jeter à la rivière et en ressortir changé en bête.
Alors, qu'a-t-il vu exactement? Bon, ce monsieur a existé, on le sait. Sa maison était effectivement près du ruisseau Pontajou. Il a certainement vu quelque chose, mais d'emblée, là, la légende a commencé à se mêler au témoignage. Et on arrive alors à des légendes de loup-garou à ce moment-là. Alors, bien sûr, les légendes de loup-garou vont sortir. Les légendes, alors pour les gens un peu plus, qui se veulent un peu plus érudits, on va commencer à chercher du côté d'animaux hybrides. Mais il faut savoir que l'hybridation animale était encore très mal connue à l'époque. Monsieur de Buffon était en train d'écrire ses œuvres qui allaient faire date et mettre un peu d'ordre dans le règne animal. Ce qui fait que lorsqu'on évoque lorsque certains des gens à peu près cultivés, lettrés, évoquent des possibilités d'animaux hybrides pour cet animal qu'on n'arrive pas à décrire correctement, qu'on n'arrive pas à saisir, qui semble échapper à tout ce qu'on sait sur les animaux susceptibles d'attaquer l'homme, ils sont parfaitement capables de suggérer que c'est un hybride de lion et d'ours, de tigre et de hyène, et même le capitaine Duhamel, capitaine de dragon, qui s'est donc de troupes armées d'armes à feu, à pied et à cheval, qui s'est porté volontaire pour organiser une chasse systématique à la bête en Gévaudan, qui voit la bête lui-même de ses propres yeux, nous raconte le soir dans la lettre qu'il écrit que c'est certainement un monstre dont le père est un lion. Reste à savoir quelle en est la mère. Ah bah oui, que peut être la mère de l'enfant d'un lion? Eh ben, c'était pas une question tranchée à l'époque. Donc là, vous avez à l'écran une représentation d'une petite brochure. Donc là, c'est à mi-chemin entre l'estampe et la gazette proprement dite. Figure de la bête farouche, etc., qui dévore les filles. Dans le corps du texte, on a un certain nombre de renseignements parfaitement confirmés, parfaitement exacts, des descriptions qu'on va retrouver suffisamment de fois dans des circonstances suffisamment différentes pour qu'on puisse penser qu'effectivement elles reflètent une certaine réalité de la bête. Et trônant au-dessus de ce texte, vous voyez une représentation de la bête absolument fantaisiste. Je peux garantir ce que vous voulez, que jamais la bestiole qu'on voit représentée ici n'a été vue telle qu'elle en Gévaudan. Alors, à ce stade de notre discussion, on se retrouve avec le problème auquel étaient confrontés les habitants à l'époque. Il y a un ou plusieurs animaux, ou, on ne l'exclut pas à l'époque, de nos jours, il faut être un peu plus circonspect, ou des créatures fantastiques qui attaquent des humains, les mangent lorsqu'ils en ont l'occasion, échappent à toutes les formes de chasse qu'on sait faire, a un comportement absolument inhabituel, a une description qui ne correspond vraiment à rien de connu, et les massacres commencent à s'accumuler. À la fin de l'année 1764, au mois de décembre, on compte déjà les personnes attaquées par presque pas tout à fait une centaine, et déjà on compte sur les doigts de bien plus de 2 mains le nombre de victimes qui ont été tuées. Enfants, surtout, femmes, adultes, ensuite, quelques hommes attaqués. En revanche,
pour autant qu'on sache, aucun homme adulte tué qui soit confirmé. C'est là que va s'installer la panique en Gévaudan. Les populations sont complètement démunies. On ne sait même pas contre quoi on se bat et on ne sait pas quoi faire pour y remédier. C'est pas faute que les autorités donc s'en occupent et le 31 décembre de l'année 1764, c'est l'évêque de Mende, et qui est également comte du Gévaudan, donc autorité spirituelle autant que autorité matérielle, va publier, lire dans son église de Mende, et publier dans sa cathédrale de Mende, et faire publier dans toutes les paroisses du Gévaudan un mandement où il explique son point de vue sur la bête. Et son point de vue, ça va être d'expliquer que la bête est une punition de Dieu. Sans trop préjuger de sa nature exacte ou de sa représentation, c'est une punition de Dieu. Alors, il y a plusieurs raisons théologico-politiques au fait que l'évêque ait choisi de donner cette opinion-là sur la bête, et en se remettant dans le contexte de l'époque où même si on est au siècle des Lumières, la place de la religion est encore extrêmement forte. L'évêque a pu vouloir ça comme un réconfort en incitant ses paroissiens à se réfugier dans la religion pour se débarrasser de la bête, mais il semble en fait que malgré une implication constatée, et notamment en espèces sonnantes et trébuchantes, là aussi on a pu voir que les paroisses frappées par la bête ont beaucoup plus donné dans les années 64-65 à l'Église que des paroisses de même niveau social, de même niveau de richesse. Il semble que même avec cet investissement-là, l'avertissement, le mandement de l'évêque ait plutôt eu un effet négatif, parce qu'en mystifiant la bête, en lui donnant et en validant le fait que la bête soit quelque chose de surnaturel, il désarmait concrètement les personnes qui auraient pu être amenées à la rencontrer. D'où probablement les frayeurs éprouvées par ce fameux abbé chasseur qui avait la bête en joue, mais qui l'a vu bouger et qui s'est enfui terrifié. Et malheureusement, on sait que dans le cas d'attaques d'animaux, et notamment de possibles attaques de loups, ce qui est une très vaste discussion au sein des recherches sur la bête, mais dans le cas des attaques d'animaux, le pire comportement qu'on puisse avoir, c'est de s'enfuir. Même les loups qui théoriquement n'attaquent pas l'homme, voyant un être humain paniquer et s'enfuir, vont se mettre à le poursuivre. Donc, à ce stade de notre enquête et de nos premiers pas en Gévaudan, on se trouve dans une période très sombre. Que faire? Pour le moment, il y a les fameux dragons. Le régiment de dragons, une partie du régiment de Clermont-Prince, mené par le capitaine Duhamel, qui va chasser la bête et qui va la chasser dans les pires conditions que connaîtront tous les chasseurs de la bête. Ils vont la chasser en hiver. Or, le Gévaudan n'est pas un pays facile, quelle que soit la période de l'année. On dit souvent 3 mois d'hiver, 9 mois d'enfer. Et en 1764, pour aggraver encore les choses, on est à la fin du petit âge glaciaire qui a frappé l'Europe
au Moyen-Âge, pendant que la bête traque ses victimes dans la neige des montagnes du Gévaudan, de la Margeride, un peu plus loin à l'est, le Rhône est gelé. Donc, on fait face à des conditions atmosphériques absolument déplorables. Et c'est d'ailleurs un des éléments qui font la spécificité des attaques de la bête du Gévaudan par rapport à d'autres attaques, comme les attaques recensées historiquement par les loups. Ces attaques se poursuivent, les attaques de la bête se poursuivent pendant l'hiver. Et il y aura plusieurs victimes pendant l'hiver. Donc, je propose de faire une première halte à ce moment. C'est la période noire, heureusement pour les habitants du Gévaudan, avec le tournant de l'année et le passage à l'année 1765, un certain nombre de meilleures nouvelles vont venir leur rendre un peu d'espoir. Voilà, dis-moi. Alors, ça c'était la première partie qu'on avait prévue. Alors, normalement, on avait prévu une deuxième partie dans un prochain webinaire, qui en fait est la première partie où ceci est en introduction, mais peu importe. C'est une question de terminologie. Alors, je vais poser la question à nos chers amis. Est-ce qu'on lance, on peut le faire, il est 20h58, on peut le faire lancer cette deuxième partie maintenant, ou bien on reporte cela et je propose un mercredi ou un jeudi soir. Alors, dites-le moi dans le chat, mercredi ou jeudi soir à la même heure, 20h. Alors, dites-le moi dans le chat ici, qu'est-ce que vous désirez? Et on verra quelle est la majorité des gens qui voteront pour cela. Alors, on attend pour poursuivre sur une nouvelle partie, ou bien, voilà. Pour ceux qui voudraient, ouais, c'est très simple. Pour ceux qui voudraient qu'on poursuive maintenant sur la première partie qui était destinée à être présentée la fois prochaine, qu'ils me votent et qu'ils me disent oui. Donc, on continue ce soir. Oui. Ou non. Voilà. Mais s'ils me disent oui, je le saurai. Très bien, pas mal. En attendant, je suis disponible pour toute question qu'on voudra me poser. Bien sûr. Alors, oui, c'est vrai, c'est Stéphane Bern. Voilà, le présentateur. Ça m'est revenu. Alors, à ce moment-là, moi, j'avais lu, il me semble aussi, que cet appel de l'évêque de Mende, il y avait un problème aussi qui vivait, c'est que toute cette région du sud de la France avait subi, si on peut dire, l'hérésie cathare, bien plus avant, et les maquisards au début du XVIIIe siècle. Et qu'il y avait eu des implantations aussi protestantes par là. Donc, c'était pour lui l'occasion de dire aussi, revenez vers l'Église catholique, ne vous dispersez pas, ne vous égarez pas vers des hérésies, revenez vers nous. Et vous êtes punis parce que parmi vous, il y a des gens qui sont hérétiques. Donc, Dieu vous punit à ce niveau-là. Alors, oui et non, parce que dans la partie du Gévaudan ou dans le territoire de la bête de façon plus générale, on est en terre fermement catholique. Bon, le catharisme n'existe plus, on n'en parle même plus, les populations ne savent même plus ce que c'est. Quant au protestantisme, c'est pas du tout la région, même si les régions protestantes sont pas si éloignées que ça. Et la seule indication qu'on ait d'un petit lien possible, c'est lorsque, alors je sais plus, 65, 66, un notable va faire commander pour la chasse à la bête une série de lances et qui sera dénoncé parce qu'il est protestant et qu'on pensait qu'il voulait armer une rébellion protestante. Il sera disculpé en fin de compte, mais c'est la seule mention dans toute l'histoire de la bête, et c'est vraiment très anecdotique
est très très périphérique à l'histoire de la bête. La seule mention d'un lien avec une hérésie à proprement parler. Faut plus voir, si on veut mettre ça en termes modernes, faut plus voir ça entre un évêque intégriste, on va dire, qui voit d'un mauvais œil que les Lumières, d'une façon générale, aient tendance à commencer à éloigner un peu son troupeau du berger qu'il est. D'accord. Alors, en revanche, pour ne pas faire de faux procès à l'évêque, il a souvent été dit par une mauvaise lecture que l'évêque, dans le mandement, incitait à donner à l'Église. Et en fait, non, il a ordonné des prières, oui. Et oui, les paroisses ont contribué. Et je pense que les curés ont fait passer l'intabale, mais il faut dire que, au moins dans son mandement, l'évêque ne demande pas donnez-moi des sous et ça vous délivrera de la bête. D'accord. Donc, bien, alors, revenons un petit peu à la petite question que j'ai posée. Je vois sans contestation que l'unanimité, ou quasi-l'unanimité, désire que l'on continue. Donc, nous allons, en démocratie, écouter la voix du peuple, comme on dit, et nous allons donc lancer cette deuxième partie, qui est en fait la première partie, un peu la tradition que vous avez vécue. Je ne sais pas si vous me suivez, mais vous allez comprendre. Donc, je lance ceci dans 2 petites secondes. Voilà. On est reparti et moi je m'évade de nouveau dans les ténèbres. Voilà. Je te laisse aller la deuxième partie. Mais restez jusqu'au bout parce qu'il y a quelque chose qui me vient en tête pour le moment, donc j'en parlerai quand elle aura terminé. Nous allons donc reprendre avec le début de l'année 1765. Donc, dans le Gévaudan, c'est la catastrophe. À l'extérieur, la bête est désormais célèbre dans l'ensemble du royaume de France. Ça a commencé à traverser les frontières, c'est connu en Europe. Il y a un retentissement absolument énorme. Mais en Gévaudan, donc, on est avide de bonnes nouvelles. Et ça, malheureusement, pour le moment, il y en a peu. Et c'est très souvent, non pas les chasseurs envoyés ou venus d'eux-mêmes chasser la bête, qui vont obtenir les victoires les plus marquantes. La plupart des combats célèbres ont été menés par les Gévaudanais eux-mêmes, parfois parce qu'ils étaient victimes et qu'ils ont dû se défendre par la force des choses, souvent aussi parce qu'ils sont allés au secours des victimes qu'ils voyaient. Alors, il y a de tout et il y a des succès extrêmement divers. Hein. On a malheureusement quelques cas de petits frères ou grands frères ou grandes sœurs se portant au secours de leur fratrie, parfois sans réussir à sauver l'autre enfant et parfois pour être eux-mêmes attaqués et meurtris. Toujours est-il qu'il faut souligner le courage qu'ont pu trouver, y compris des enfants, et ça vaut le coup de rappeler que, à la même période, parfois des chasseurs armés préféraient tout lâcher et s'enfuir, là où d'autres ont eu probablement plus de courage. Après, on sait ce que c'est dans ces circonstances-là. Bien malin et surtout peut-être bien vantard, celui qui dirait que lui, dans ces circonstances-là, aurait mieux fait que ce qu'ont pu faire ou ne pas faire les uns ou les autres. Donc il s'agit absolument pas de jeter l'opprobre sur ceux qui n'ont pas pu, qui n'ont pas réussi, qui ont eu peur. En revanche, on a le droit et le devoir d'honorer ceux qui ont réussi à marquer l'histoire de la bête par des victoires, et ceux-là ont gagné une renommée en Gévaudan même,
de nos jours encore, énormément de gens peuvent remonter dans leur arbre généalogique jusqu'à des combattants célèbres, jusqu'à des victimes aussi, mais jusqu'à des combattants célèbres. Ils connaissent très bien l'histoire de leurs ancêtres et ils en sont très fiers. Mais donc, par le biais des gazettes, il faut aussi savoir qu'un certain nombre de petits paysans et d'enfants vont avoir une renommée littéralement mondiale, et pour certains d'entre eux, une promotion sociale à laquelle ils n'auraient jamais pu rêver en d'autres circonstances. Le premier de ces combats, et l'une des premières véritables victoires contre la bête, a lieu le 12 janvier 1765. Alors, sur cette gravure, encore réalisée d'imagination, sont représentés des combats réels, mais notamment le combat qui est au premier plan n'a pas grand-chose de réaliste. En revanche, si vous regardez les deux combats qui sont représentés à l'arrière-plan, vous voyez, alors dans le plus proche, une femme à califourchon sur la bête. Elle s'appelle Jeanne Jouve, et on aura l'occasion d'en reparler. Et plus au fond, vous avez la bête tenant un enfant sous ses pattes et qui est attaqué par d'autres enfants. Et ça, c'est le combat de Jacques Portefaix et de ses petits camarades. Donc, Jacques Portefaix et ses camarades étaient sortis un jour, donc en janvier, on est dans les montagnes, il y a de la neige, mais il y a un peu de redoux, et surtout en Gévaudan, dans les creux des montagnes et dans les pénéplaines des chênes de la Margeride, on trouve des marécages qu'on appelle des sognes à cet endroit-là, et la végétation de ces marécages perce la couche de neige, ce qui fait que quand les conditions sont réunies, on peut y emmener les bestiaux. C'est toujours ça qui est économisé en foin. Donc ce 12 janvier, Jacques Portefaix, ses petits camarades, il y a des garçons et des filles, il est le plus âgé, monte sur la montagne de Margeride jusqu'au pâturage de la Coustacère, et on a un récit extrêmement détaillé fait par le curé auquel ils ont raconté leur mésaventure. Alors qu'ils gardent les bestiaux, la bête arrive et cherche à les attaquer. Les enfants ne s'enfuient pas, Jacques Portefaix les fait rester sur place, les fait s'organiser en cercle, avec les petites filles à l'intérieur du cercle et les garçons à l'extérieur. Alors c'est pas uniquement de la galanterie, c'est aussi probablement une question d'âge, de taille, et de qui était le plus à même d'utiliser les petites pics qui sont représentés sur l'image et qui étaient en fait guère plus que des bâtons avec des bouts d'instruments agricoles qui étaient attachés. Et le groupe tourne en même temps que la bête leur tourne autour en essayant de trouver un endroit faible. La bête finit par trouver un endroit faible. Elle saute sur un des petits-enfants et lui arrache la joue et, se retirant de quelques pas, mange la joue du pauvre enfant sous les regards horrifiés de ses camarades. Mais le cercle n'a pas été brisé. Le camarade est blessé mais toujours vivant. Et la bête qui n'a pas mangé à sa faim va reprendre sa maraude. Elle tourne de nouveau autour des enfants et elle finit là aussi par trouver un point faible. Elle va se saisir d'un des petits-enfants et cette fois-ci tâcher de l'emporter en entier. Alors là, c'est quelque chose qu'on a du mal à se représenter. Quand on imagine un animal comme la bête, on verra plus tard ce qu'on sait de sa taille, de son poids, de sa musculature, mais il est extrêmement difficile d'imaginer un animal connu, peut-être relativement courant si les autres affaires de bêtes de l'histoire de France ont eu les mêmes causes que celle de la bête du Gévaudan, qu'un animal puisse se saisir d'un enfant et l'emporter
en courant ou en sautant, comme elle le fera cette fois-ci également dans d'autres circonstances. Alors, ce sont des petits-enfants, hein, et ce sont des petits-enfants mal nourris. Donc, faut pas imaginer non plus que la bête emmène de grands ados du 21e siècle, bien nourris et bien baraqués. Mais quand même, hein, la bête va s'enfuir en portant l'enfant dans sa gueule suffisamment vite pour que le restant de la troupe n'arrive pas forcément à garder le rythme et à rester avec elle. Alors d'ailleurs, la petite troupe a une discussion. Là aussi, on peut regretter la réaction, mais essayons de nous mettre à la place de ces enfants. Certains disent, bon, elle emporte notre camarade, mais nous, on peut peut-être en profiter pour rentrer vivant chez nous. Et là encore, c'est Jacques Portefaix qui va leur dire, non, nous allons délivrer notre camarade ou mourir avec lui. Et heureusement, Jacques et ses camarades connaissent bien le pâturage de la Coustacère où se passe ce combat, et ils savent notamment où sont les fameux marais, où ils allaient faire manger leur bétail. Et donc, à défaut de pouvoir suivre le rythme de fuite de la bête avec sa proie, Portefaix divise son groupe en deux, un sur chaque aile, en vrai petit général, de façon à pouvoir au moins orienter la direction dans laquelle la bête s'enfuit, et l'orienter en plein vers un bourbier. Et sa stratégie fonctionne, la bête chargée de sa proie s'embourbe. Et ça donne aux enfants la possibilité de les rattraper. C'est alors que on a la scène qui est représentée sur la gravure. La bête a les pattes sur sa proie, essaie de défendre sa proie, mais les enfants l'entourent et cherchent à la frapper partout où ils peuvent. Alors c'est pas évident, le cuir de la bête est épaisse, l'os de sa tête, ils n'arrivent pas à le pénétrer. Donc ils cherchent à viser les parties sensibles, ils cherchent à viser les yeux, ils cherchent à viser l'intérieur de la gueule. Et c'est là qu'arrive ce que peut-être personne n'osait envisager. La bête abandonne sa proie et est mise en fuite par un groupe d'enfants. Alors, soyons justes, c'est aussi parce qu'un adulte, probablement attiré par les cris, est apparu que la bête n'a pas retenté de nouvelle attaque, mais le fait est là. La bête a blessé un enfant, en a traîné un autre, mais sans lui faire grand mal, et au final, elle a été repoussée par des enfants courageux, menés par un brave petit gars bien dégourdi. Et ça va avoir un retentissement dans le Gévaudan, dans la France entière, et partout où les gazettes, par tous les endroits que les gazettes peuvent atteindre. Des poèmes vont être écrits sur Jacques Portefaix et son courage, où il va être comparé à Hercule. Et le roi va être informé, et comme il s'agit d'une des premières victoires sur la bête et qu'il a tout intérêt à récompenser ce genre d'action, le roi va ordonner d'une part la remise de récompenses, 100 livres à Jacques Portefaix et à chacun de ses camarades. Et comme Portefaix a joué un rôle essentiel dans le combat, le roi va financer ses études jusqu'à sa majorité. Et Jacques Portefaix aura donc l'occasion de quitter son village, de faire des études, et il terminera comme officier dans un régiment. Alors il mourra, accident ou maladie, on ne sait pas encore trop. Oui. Alors il a été lieutenant ou capitaine selon les versions que j'ai lues dans un régiment d'artillerie. C'était le seul lieu où un roturier pouvait acquérir le grade d'officier, c'était l'artillerie. Tout le reste, s'il n'était pas noble, il n'avait pas accès ni à la cavalerie, ni à l'infanterie, ni à tout le reste. Donc, ni à la marine, ni à tout le reste. C'était le seul endroit, j'ai lu ça un jour, c'était le seul endroit où un roturier pouvait acquérir le grade d'officier, c'était dans l'artillerie. Et même pour y arriver, il lui a fallu être chaperonné par le roi, par
par les ministres. Alors, là aussi, mélange de légende et de réalité. Pendant longtemps, on savait, par une correspondance justement entre Portefaix et le ministre chargé de suivre ses études et de les payer, que Portefaix avait fait parvenir au ministre un mémoire qui avait disparu. Et alors là, les imaginations se sont très longtemps enflammées sur qu'est-ce que Portefaix avait pu écrire dans ce mémoire. Est-ce qu'il y racontait son combat? Et d'aucuns ont, alors pour certains, ouvertement imaginé, et d'autres ont, de façon pas forcément très honnête, se sont basés là-dessus pour raconter que Portefaix aurait révélé la vérité sur la bête du Gévaudan dans son fameux dossier. Alors, est-ce que Portefaix a raconté la vérité sur la bête du Gévaudan? On n'en sait rien. Pas dans les documents qu'on a retrouvés, mais on a retrouvé le fameux document qu'il a envoyé au ministre dans le grenier d'une personne qui ne s'intéressait absolument pas à la bête du Gévaudan, et on ne sait absolument pas comment ce document a terminé là. Et en fait, il s'agit d'un cahier d'exercices rédigé par Portefaix pendant ses études. Donc, il y a de la géométrie, il y a des exercices de sa main, et une dédicace au ministre en remerciement de lui avoir fourni toutes ces opportunités. Donc, ce document est aux dernières nouvelles visible au musée de la bête du Gévaudan à Saugues. Et bon, vous allez dire décidément, qu'est-ce qui s'émeut vite, ce monsieur Bonnet, mais la première fois que je l'ai vu, voir l'écriture de Portefaix, la dédicace de Portefaix, de la main de Portefaix, la signature de Portefaix, oui, je dois le dire, j'ai été absolument ému et proche des larmes. C'est un lien absolument inestimable avec cette affaire et la réalité de cette affaire. Alors, parmi les autres combats célèbres, donc, le second, qui est représenté de façon à peu près crédible, c'est celui de Jeanne Jouve. Alors, il s'agit d'un combat plus tardif. Il a lieu le 14 mars 1765. Et il s'agit d'une mère, 35 ans, de faible constitution, qui sort faire ce qu'on appellerait un pique-nique de nos jours avec ses enfants. Le temps n'avait pas été très clément jusque-là. Là, ce 14 mars, ils ont un rayon de soleil. Ils sortent dans le jardin de leur ferme pour faire un pique-nique. Il y a un petit garçon, une fille encore plus petite et un petit bébé nouveau-né. Et naturellement, il n'y a pas de suspense à ce niveau-là. La bête va les attaquer, sinon on n'en parlerait pas. Dans un premier temps, elle semble avoir voulu s'en prendre au bébé, ce qui est compréhensible. C'est une proie tentante et facile à emporter. Et là, la petite fille a aussi un superbe réflexe, c'est elle qui tient le bébé dans ses bras et elle tourne le dos pour protéger son tout petit frère contre la bête en exposant sa propre personne. Jeanne Jouve a une poussée d'adrénaline. Toutes les mères et tous les pères dont les enfants ont été mis en danger comprendront exactement la situation, se précipite à main nue sur la bête et va entamer un combat épique dont le récit qui sera fait là aussi au curé après dit que le combat a peut-être duré une demi-heure. Je ne sais absolument pas comment ils ont pu tenir trace du temps. Comment est-ce qu'on peut, dans des circonstances pareilles, savoir combien de temps se passe. Enfin, toujours est-il que Jeanne se bat à coups de pierres qu'elle ramasse, à coups de poing. Elle monte effectivement à califourchon sur la bête.
Elle va même jusqu'à saisir les parties génitales de la bête, disons-le, parce qu'on dit la bête, mais il est avéré par tous les témoignages et les animaux qui ont été abattus qu'il s'agit à chaque fois d'un mâle. Donc, elle lui manipule les roubignoles et fait absolument tout ce qu'elle peut, et malheureusement ça ne va pas être assez. La bête s'empare non pas du bébé, non pas de la petite fille, mais de l'autre petit garçon, et là aussi elle va sauter par-dessus le mur du jardin en emmenant le petit garçon, chose qu'il est difficile d'imaginer il est difficile d'imaginer qu'un animal en soit capable. J'ai pu discuter avec un certain nombre de spécialistes d'animaux de tout genre, y compris dresseurs, et tout le monde a du mal à visualiser que ce soit possible. Sauter un mur avec un gamin dans la gueule, le traîner sur des dizaines, parfois peut-être des centaines de mètres. Alors, on verra aussi dans le cas d'autres attaques. Bon, on comprend que ça paraisse absolument époustouflant. Incidemment, c'est aussi un indice assez sévère contre le fait que la bête aurait été un être humain déguisé, parce que, outre le fait que la bête emporte l'enfant en le tenant dans la gueule, ce qui est quand même, techniquement parlant, un peu délicat pour un humain déguisé, je suis prêt à mettre n'importe quel partisan que la bête était un humain déguisé au défi de revêtir une peau d'animal, de se prendre à un gamin, alors dans la gueule, je sais pas comment il ferait, mais enfin même sous le bras, et d'accomplir les prouesses athlétiques dont la bête s'est montrée capable. Hein, je donne 50 mètres avant de lâcher les chiens, et si le partisan de l'humain arrive à s'échapper avec sa proie après avoir fait ce qu'on sait que la bête a fait, je commencerai à prendre la théorie au sérieux. En l'occurrence, déjà pour un animal, ça semble impossible, et pourtant, ça semble bien prouvé. Donc revenons à ce pauvre petit garçon emporté par la bête et cette mère épuisée, découragée, qui voit la bête partir avec son enfant dans la gueule. Heureusement, ces grands enfants finissent par accourir avec des chiens de ferme qui prennent la poursuite de la bête, qui se battent contre la bête. La bête est obligée d'abandonner le petit garçon. On dit que d'un coup de tête, elle envoie valser à plusieurs toises. Donc la toise, c'est plus qu'un mètre. Hein. Elle envoie valser un chien de ferme à plusieurs toises d'un coup de tête. Quel genre d'animal peut envoyer un chien de ferme valdinguer à plusieurs toises d'un coup de tête? Et grands enfants avec leurs outils et les chiens finissent par mettre la bête en fuite. Alors, malheureusement, c'est loin d'être une victoire totale. Le petit Jouve a la peau du crâne arrachée. Il délire, il croit qu'il est encore dans la gueule de la bête quand sa mère arrive auprès de lui. Et en dépit des soins, il va mourir de ses blessures. Jeanne Jouve aura droit, elle aussi, à des articles, à des poèmes. Elle aura droit également à une récompense royale. On peut encore rencontrer de nos jours en Gévaudan des descendants de Jeanne Jouve et de ses enfants, tous très fiers de leur ancêtre, aussi bien ceux qui ont combattu que Jeanne elle-même. C'est par eux qu'on a appris entre autres que la récompense royale a pu permettre à la famille d'acheter un petit domaine. Et aujourd'hui encore, on peut visiter d'une part le village natal de Jeanne Jouve. Il fut un temps où on pouvait s'approcher du lieu du combat. Maintenant, les propriétaires, parce que c'est un domaine privé, ont quasiment bloqué l'accès. Oui, Jeanne Jouve, 300 livres, je crois.
effectivement. Donc là aussi, c'est une somme qui est loin d'être négligeable. C'est pas la récompense prévue pour la mort de la bête, mais c'est pas négligeable. Ça ne vaut bien sûr pas la perte d'un enfant. Tiens, à propos, tu dis qu'elle a touché sa récompense et j'ai lu que tellement d'autres personnes qui auraient mérité une récompense ne l'ont jamais touchée, en fait. Effectivement, d'autres personnes qui l'auraient valu ne l'ont pas touché. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons à ça. On sait que dans les deux cas de Portefaix et de Jeanne Jouve, par exemple, la demande a probablement transité par le curé. Et donc peut-être que tous les curés l'ont pas fait pour toutes les personnes qui se sont trouvées dans ces cas-là. Dans d'autres cas, c'est peut-être peut y avoir d'autres. Oh, 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 merde. Ok. Allô, allô. Oui, ça va, je t'ai. Ok. C'est sans doute ma faute. J'ai voulu faire un truc sur le chat et je t'ai sans doute expulsé. J'ai eu un moment, un truc sur l'écran et puis hop, tu as disparu. Donc c'est sans doute de ma faute. Sorry. Je sais pas. Tous les autres sont là, c'est bon. Oui, tous les autres sont normalement là. Personne d'autre n'a été expulsé. Il y a juste. Il y a pas, non, non, il n'y a pas eu de crash du système. C'est moi qui ai fait une manœuvre et qui t'a sans doute expulsé, qui t'est sans doute expulsé. Mes excuses. Pas de problème. Alors, il y a eu d'autres combats, plus ou moins fructueux. On pourrait parler du combat du petit Pierre Roussel, qui est un lieu dont le lieu du combat est très intéressant à visiter parce que là encore, c'est un enfant qui a été traîné sur plusieurs centaines de mètres par la bête. On sait que la bête a dû sauter des murets de pierre en transportant l'enfant. Et quand j'ai été repérer les lieux, j'ai pu me rendre compte qu'elle a dû en plus franchir une ou deux fois un cours d'eau. Là encore, toujours avec un enfant dans la gueule. Si elle existait encore, il faudrait l'inscrire aux Jeux Olympiques parce que je crois qu'elle pourrait nous gagner des records. Il y a un autre combat célèbre, bien sûr, dont on reparlera un peu plus tard, qui est celui de Marie-Jeanne Vallet, la pucelle du Gévaudan. Alors, il est bien évident qu'avec des histoires comme ça, qui sont encore vivantes en Gévaudan, qui sont parvenues jusqu'à nous, qui sont aussi prenantes, aussi personnelles, où on peut vraiment sentir ce que les personnes qui les ont vus, qui en fait partie, ont pu en sentir. On sent bien pourquoi cette histoire de bête de Gévaudan reste d'actualité, reste toujours vivante. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer le cadre du Gévaudan lui-même, qui a été, en dépit de quelques pertes irrémédiables sur certains lieux de l'histoire de la bête, extrêmement bien préservé. Et lorsque j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de la bête, je suis heureusement rentré très rapidement en contact avec des gens sérieux, bien informés. Et l'un des premiers conseils qu'ils m'ont donné, c'est si tu t'intéresses vraiment à cette histoire,
vient en Gévaudan. Il y a pas d'autre moyen vraiment de se représenter cette histoire que d'y aller. Et c'est vrai qu'il y a des choses qu'on a du mal à comprendre tant qu'on ne s'est pas fait une idée de visu d'à quoi ressemble le paysage, d'à quoi ressemblent les maisons, les hameaux, et tout ce que ces protagonistes parcouraient chaque jour. Alors, heureusement, donc, comme j'ai dit, à quelques exceptions près, le cadre de l'histoire de la bête du Gévaudan a été extrêmement bien préservé. Et on peut encore se rendre dans des petites églises comme celle-ci. Alors, j'irai pas jusqu'à dire qu'elles sont absolument inchangées depuis l'époque. Heureusement d'ailleurs, parce que ça prouve qu'elles ont été entretenues aussi. Mais une petite église typique du Gévaudan, comme celle-ci, avec son clocher dit en peigne, peut se visiter. Et dans cette église-là en particulier, ça y est, le nom m'échappe, mais je suis quasiment certain que des victimes de la bête ont dû y avoir leur cérémonie mortuaire. Si parmi ceux qui connaissent, quelqu'un retrouve le nom, je l'ai sur le bout de la langue, mais forcément ça me reviendra après. Alors donc, il faut savoir, oui, une petite église comme ça aurait été le centre de la vie du village, centre religieux, centre d'état civil. On y venait bien sûr tous les dimanches, il y avait la messe, on y discutait, les nouvelles sur la bête y auraient été racontées, les déclarations officielles, les annonces des battues pour lesquelles les paysans vont finir par être réquisitionnés par les autorités, par les soldats ou par les chasseurs officiels. Tout ça, ça se serait dit autour ou dans ce genre d'église. Le mandement de l'évêque de Mende a été lu très probablement dans cette église. Donc, se rendre Albaret, merci, mais bien sûr, mais je ne connais que ça. Albaret Sainte-Marie. Paroisse qui a été réquisitionnée pour des battues, donc dans cette église où à la sortie de la messe, c'est là qu'on a annoncé aux paysans, dimanche matin, après la messe, vous vous rendrez à tel lieu pour participer aux battues. Donc, ça fait partie de ces éléments qui nous permettent encore de revivre cette histoire pratiquement comme si on y était. Alors, ce sont aussi des paysages et des villages. Alors là, vous avez par exemple le village d'Auvers. Alors c'est pas celui des peintres, l'Auvers, parce que c'est un petit village qui se situe juste en Auvergne, de l'autre côté à proprement parler hors Gévaudan, et qui est célèbre d'une part parce qu'il y a eu un certain nombre d'attaques et de victimes à Auvers, mais c'est parce que c'est à proximité que le dernier animal qu'on puisse considérer comme ayant été la bête du Gévaudan, la bête de Chastel, a été abattu. Alors en revanche, là, une chose qui a changé et qu'on voit sur l'image, c'est l'église. On voit très bien là le clocher. Cette église est parfaitement moderne. À l'époque, il n'y avait pas d'église à Auvers. Les habitants devaient descendre dans la vallée, au village de Neuzérolles, dont l'église est maintenant détruite. Je doute fort que la route soit asphaltée aussi à l'époque. La route est un petit peu mieux goudronnée. Ceci dit, il devait probablement y avoir un chemin qui passait à cet endroit-là, et le cadavre de la bête qui a été descendu à Auvers a dû transiter quelque part sur les pas du monsieur qu'on voit, qui est le frère d'un ami avec qui j'avais découvert le Gévaudan lorsque j'y suis descendu pour mes premières années.
Alors voici un autre clocher en peigne d'une autre paroisse qui est également connue pour des attaques. L'une de ces attaques qu'on peut situer véritablement au mètre près, parce qu'on sait que l'attaque s'est produite devant un abreuvoir, et l'abreuvoir existe toujours. Donc là encore, dans cette église, autour de cette église, des activités liées à la bête ont eu lieu. Dans le village même, il y a eu une attaque et on peut aller de l'un à l'autre et tâcher de se reconstituer toutes ces scènes. Alors voilà, quelques bâtiments anciens et même parfois très anciens, sensiblement plus anciens que l'histoire de la bête pour ce qui est de la superbe tour octagonale, je crois, de la close. Bon, alors, là encore, les habitants du Gévaudan, les protagonistes de la bête, ont vu ces mêmes bâtiments, peut-être pas exactement sous la même forme, peut-être un petit peu moins bien, peut-être un petit peu mieux selon les bâtiments. Et la close est également le lieu d'une attaque qui a donné lieu à beaucoup de légendes, entre autres parce que deux témoignages qu'on a dans l'un des premiers ouvrages sérieux sur la bête du Gévaudan, l'histoire de la bête du Gévaudan de l'abbé Pourchet, écrit et publié en 1889, qui rassemble pour la première fois des témoignages, des documents d'époque, mais également des témoignages relevés en Gévaudan par l'abbé Pourchet, dont on sera amené à reparler, donne pour cette attaque donc deux témoignages, mais qui sont des témoignages plus tardifs, probablement contemporains de l'abbé, et qui laissent soupçonner une intervention humaine, parce qu'il est question de tête décapitée qui aurait été remise sur les épaules de la victime. Bon, mais il y a d'autres versions de la mort de la même victime qui sont contradictoires les unes avec les autres. Donc là encore, il y a des choses qui sont absolument véridiques. L'attaque est véridique, le nom de la personne correspond, on a les actes de décès, on a les procès-verbaux, il ne fait aucun doute que l'attaque a eu lieu. Éric Thibault, que vous pouvez voir intervenir dans les commentaires, et qui est un chercheur acharné qui parcourt le Gévaudan centimètre par centimètre pour y retrouver tout ce qu'il peut, a retrouvé le lieu de l'attaque et a eu la gentillesse de me le montrer. Ça et à peu près 1 millier d'autres choses que je lui dois, hein, donc je pense qu'on peut le remercier et le féliciter pour le travail qu'il effectue et que je m'efforce de retranscrire. Donc la close est un de ces endroits typiques qui mérite vraiment le détour et qui nous replonge au plein cœur de cette histoire. Alors quand je vais en Gévaudan, et notamment lorsque j'ai à y conduire parfois des enfants, bon, la bête du Gévaudan, ça les intéresse en général, mais au bout d'une semaine, alors il y a eu une victime ici, puis là c'est un village, etc. Bon, certains enfants commencent à fatiguer un petit peu de la répétition. Alors on cherche à leur donner des petites activités. Alors parmi les activités que je donne aux enfants, il y a plusieurs choses. Alors je leur fais justement chercher les clochers à peigne. À eux de retrouver combien ils peuvent en avoir. Je leur fais rechercher les fours communaux. Il en reste plusieurs dans beaucoup de villages du Gévaudan, de forme très typique, les fours où on faisait cuire le pain en commun. Je leur fais repérer les métiers à ferrer. Là aussi, il en reste. On attachait les bestiaux pour leur mettre les fers aux pieds. Et je leur fais repérer, comme vous pouvez le voir sur l'image ici, au sommet des portes, les dates qui sont traditionnellement gravées. Alors,
il m'est arrivé d'en trouver des qui remontent au XVIIe. Et on peut en trouver maintenant gravées dans le béton du XXIe. Mais bien sûr, celles qui m'intéressent sont celles dont on peut dire que cette porte a vu passer la bête. Alors ici, par exemple, on peut distinguer ce qui est probablement la date 1757, en tenant compte des particularités des graphies de l'époque. Peut-être 1767, mais enfin non, je vois pas trop le 6. Donc à vue de nez, je dirais 1757. Or cette porte se situe juste à côté du lieu d'attaque, à côté de l'abreuvoir dont je vous parlais. Donc littéralement, je crois qu'on peut dire que oui, cette porte a vu passer la bête du Gévaudan. Donc quiconque en balade peut me trouver une porte comme ça gagne 15 points. Donc là, on a vu le bâti, et voici un bâti qui, pour moi, est absolument extraordinaire et dont je dois la redécouverte et l'interprétation à mon co-auteur Benoît Bauduin, avec qui j'ai coécrit le livre Petites histoires de la Grande Bête. Et c'est un lieu séminal pour l'histoire de la bête à plus d'un titre. La partie de ferme la plus proche de nous, c'est la ferme des ancêtres de l'abbé Pourchet. L'abbé Pourchet, je viens de vous le dire, premier historien, grand historien de la bête du Gévaudan. Ses arrière-grands-parents, arrière-grands-oncles ont été protagonistes de l'histoire de la bête. De la petite fenêtre, probablement qu'on voit un petit peu au-dessus et à gauche de la porte, l'un des ancêtres de l'abbé Pourchet aurait tiré sur la bête qui se serait située dans l'herbe là, juste devant nous, quelque part en octobre 1764. Un peu plus tard, un oncle ou un arrière-grand-oncle, arrière-grand-père, là aussi, de l'abbé Pourchet, aurait conduit ses bœufs à un abreuvoir juste après une attaque, et là, les bêtes auraient senti le sang restant de l'attaque. L'ancêtre n'a pas vu ni l'attaque ni les résultats, mais le lendemain, on a retrouvé un cadavre non loin de là. Donc, la bête s'est promenée juste là, et il y a un endroit où on peut mettre les pieds en ayant quasiment la certitude d'avoir les pieds là où la bête a mis ses pattes, là où elle a été tirée et malheureusement ratée ou du moins seulement légèrement blessée par l'ancêtre Pourchet. Et la partie juste après, qui est beaucoup plus moderne, c'est la maison de l'abbé Pourchet lui-même, qui a donc vécu ici. Et au-dessus de la porte d'entrée, alors je ne sais plus s'il y a une date ou pas, mais en tout cas, il y a deux animaux qui s'affrontent, comme si c'était deux bêtes qui s'affrontent. Donc là, parlez-moi de lieu de mémoire. C'est un lieu de mémoire vraiment à tous les niveaux, primaire, parce que des protagonistes de l'histoire de la bête et la bête elle-même s'y sont trouvés, secondaire parce que c'est leur descendant qui a habité ici, qui a écrit l'histoire de la bête, et tertiaire parce que nous on peut y arriver et réfléchir à tout ça. Alors voici un autre très beau lieu, et très beau lieu de mémoire, c'est le château de Saint-Alban-sur-Limagnole. À l'époque, c'était le château du comte de Morangiès, que dans certains films, romans et certains ouvrages se voulant historiques, on accuse parfois d'avoir été, sinon la bête lui-même, du moins le maître de la bête, un comploteur sadique. Bon, quelque chose que les faits dans la réalité, les documents dans la réalité ne soutiennent absolument pas.
Mais il habitait bel et bien dans ce château, et on va dire que quasiment tout le gratin des officiels et chasseurs de la bête s'y sont retrouvés à un moment ou à un autre. Et ils ont dû franchir cette porte que nous voyons, alors qu'elle était au moins la porte de pierre. Hein, j'espère que la porte en bois, elle aussi, a été refaite depuis. Petite anecdote, le château apparaît très rose, et notamment l'encadrement des fenêtres de la porte sont faits effectivement dans un grès spécifique qu'on appelle l'arcose, et qu'on trouve pratiquement qu'on trouvait d'ailleurs, parce que la mine est épuisée, pratiquement dans un seul endroit en France, le village du Rouget, qui se trouve être le village de naissance de Jeanne Jouve. Comme quoi, où qu'on aille en Gévaudan, il y a toujours un petit détail qui nous ramène à l'affaire. Alors on sait également que depuis ce château, le comte de Morangiès lui-même a vu passer la bête dans la vallée pour chasser par, alors je crois que c'était à l'époque les Denneval, c'est-à-dire des louvetiers normands qui avaient été à qui le roi avait ordonné d'aller chasser la bête en Gévaudan. Alors, il est absolument impossible de dire exactement de quelle fenêtre le comte a vu passer. C'est peut-être même pas sur cette façade-là, mais il y a une salle à laquelle il est possible d'accéder qui donne à une des deux fenêtres là qu'on voit au premier étage, qui donne une excellente vue sur la vallée. Et je me plais bien sûr à penser qu'à chaque fois que j'y vais et que je regarde par cette fenêtre, je vois là où était le comte, et je vois ce qu'il a vu. Enfin, avec un peu d'imagination, parce que heureusement pour le Gévaudan, les bêtes courant dans la vallée se font un peu rares. Alors, autre chose, quand on étudie la bête, donc on en a déjà parlé, c'est ces fameux territoires et ces fameux itinéraires. À quoi est-ce qu'on a affaire? Est-ce qu'on a affaire à quelques animaux isolés sur quelques territoires et qui finalement ne bougeaient pas tant que ça? Est-ce qu'on a affaire à un ou un seul petit nombre d'animaux qui ont couvert à certains moments au moins de très grandes distances? Là, la discussion existe toujours, mais pour certaines journées en particulier, il ne fait aucun doute que on peut suivre à la trace d'un lieu à un autre, sur une journée, 2 journées, parfois une semaine, un animal qui attaquait, parfois accompagné d'une louve qui observait, mais ne participait pas aux attaques. Mais en tout cas, on peut dresser des itinéraires extrêmement précis des pérégrinations de la bête. L'exemple que vous avez ici est un exemple qui précède immédiatement l'attaque de Jeanne Jouve. Donc on part de la petite épingle sur la gauche, jaune. Donc jaune, la bête a été repérée, mais elle n'a pas attaqué. Alors à côté, vous avez le code que j'ai donné aux différentes attaques, donc 65 pour l'année 1765, 03 pour le mois de mars, 13 le 13 mars, la veille de l'attaque de Jeanne Jouve, et A, B, C, D pour les attaques qui sont succédées le même jour. Et donc de cette première apparition, on passe à l'épingle rouge 65 03 13 B qui est en rouge. Il y a eu une attaque. Vous voyez que c'était à Albaret-Sainte-Marie dont on parlait tout à l'heure. Une attaque ensuite un petit peu au sud, puis une attaque un petit peu au sud-est. On continue vers le sud-est en direction de la ville du Malzieu. Très belle ville avec de superbes vestiges médiévaux, qui a été aussi centre de chasse, notamment pour les Denneval, les louvetiers normands. Et plusieurs anecdotes et récits de chasse sont localisés au Malzieu ou à proximité. La bête reste... Alors,
vous voyez qu'entre Albaret-Sainte-Marie là et le Malzieu, la bête reste du même côté d'une traînée verte qu'on voit et qui représente la vallée de la rivière Truyère. Donc là, elle est restée toujours du même côté de la Truyère jusqu'au le 13 au soir, attaque 65-03-13F, et le matin du lendemain, le jour de l'attaque sur Jeanne Jouve, où elle est repérée toujours de ce côté-là, 65-013-14A. Et c'est là qu'elle va franchir la Truyère, un peu en amont du Malzieu, et aller attaquer Jeanne Jouve, non loin du point indiqué le Malzieu-Forain, l'épinglette 65-03-14B, c'est l'attaque de Jeanne Jouve. Repoussée par Jeanne Jouve et n'ayant pu dévorer le petit garçon qu'elle a quand même malgré tout tué, elle est allée attaquer 3 autres fois, 2 fois le 14, attaque 65-03-14C, puis elle a franchi la montagne. On voit aussi bien sur la carte la zone très verte qui représente la chaîne de la Margeride. Pardon. Elle a attaqué de l'autre versant, 65-03-14D, et le lendemain encore, toujours sur sa lignée, un peu à l'ouest du village de Toras, dernière attaque de cette série, 65-03-15. Il ne fait aucun doute que toutes ces attaques et leur matérialisation là par la ligne jaune que j'ai indiquée représentent un seul et même parcours d'un seul et unique animal. Et il n'y a rien de mieux pour se rendre compte des difficultés que pouvaient éprouver des chasseurs, même ayant vu la bête, et donc ayant pu en prendre la piste, que d'essayer de refaire ce parcours. Alors bien sûr, là j'ai mis des lignes droites. Je pense que même la bête, qui avait plus de facilité que nous, n'allait pas tout le temps en ligne droite. Bon, mais elle allait certainement beaucoup plus droit que ce qui était permis aux personnes à pied, aux personnes à cheval, et encore plus à des randonneurs qui sont tenus quand même, sauf à vouloir prendre un petit peu de grenaille dans les fesses, de suivre des chemins publics. Mais il y a des superbes balades à faire là-dessus, où on peut savoir qu'on est quand même, toute proportion gardée, quasiment sur la trace de la bête du Gévaudan lors de ses prédations. Voilà, je vous propose une seconde pause à ce moment et probablement une dernière pour cette soirée, mais je suis à votre disposition et Eric va nous dire une chose. Alors, je vais lire un petit peu ce que vous avez écrit. Ce qui est intéressant, c'est que c'est bien un animal qui fait un parcours qu'on peut retrouver avec les documents d'archives. Voilà. Donc, alors, d'abord, je te remercie, mais on n'a pas fini avec la bête, hein, on n'a pas fini. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, première chose, on va continuer, mais je vous propose de continuer cette semaine si vous le désirez, soit le mercredi, soit le jeudi. Dites-moi ici dans le chat quel jour vous préférez. En fait, à l'origine, on voulait faire une conférence par semaine, ce qui nous aura amené ces 5 semaines. Mais comme cette semaine-ci et la semaine prochaine, je suis disponible le mercredi, le jeudi et toute la semaine, ce qui n'est pas toujours le cas en soirée, eh bien, j'ai proposé à Alain qu'on concentre un peu plus ces conférences. Voilà. Donc, je vous propose mercredi ou jeudi cette semaine. Si vous le désirez, dites-moi quel est le jour qui vous convient le mieux. En attendant, moi, je vais sortir un petit peu de ces diapositives. Voilà. On va se retrouver ensemble. Alors, dites-moi, jeudi ou mercredi soir, 20h. Pour jeudi, si possible, me dit Benoît. Alors, je ne vais pas être le seul à me donner un avis. Parce que sinon, ce sera jeudi, et tant pis pour les autres. Ils devront se raccrocher à la charrette.
Le projet d'Alexandre Astier avance, style, ok. Mercredi au jeudi, peu importe, me dit Philippe. Donc, 2 pour jeudi. Bien déjà. Tous les jours que vous voulez, un livre lot. C'est bien. Donc, ce sera, visiblement, c'est comme vous le souhaitez, me dit Eric aussi. Donc, je crois que bah, on va partir sur jeudi, ça dit ça. Bon, voilà, on va partir sur jeudi. Ça me va. Alors, on part sur jeudi. Donc, le prochain épisode, jeudi. Alors, tu m'as fait penser à quelque chose durant cette conférence en deux parties. C'est de me dire que, comme moi, je m'avais disais que c'était bien de s'imprégner des lieux et d'y aller. Et que moi, j'ai jamais été en Gévaudan, même si la bête en question, la première fois que j'ai, en fait, la première fois que j'étais en contact, si on peut dire, avec la bête, c'était mon père qui m'en avait parlé. Je devais avoir 5, 6 ans, mais n'avait pas été plus loin que dire, ah, ben, c'était un loup qui attaquait les gens. Bon. On m'a offert un livre sur les contes à travers le monde quand j'avais 7 ans. Et il y avait, je te le retrouverai, je l'ai encore, il y avait tout un récit sur la bête du Gévaudan. Je me souviens que la première attaque que lui signalait était une vache, pardon, une, pardon, une femme qui avait été attaquée par la bête et qui avait été descendue par ses bœufs. Et une femme de 40 ans. Bon, ça c'était le premier en juin, si mes souvenirs sont bons, mais je te dis, je me souviens de trucs qui remontent à fort longtemps. C'était en juin 64. Bon. Et je me souviens aussi, pour l'anecdote, que toute cette histoire que j'avais dévorée, j'avais 7 ans et demi, je sais en plus où, c'était à la mer, donc c'était très loin même de l'Ardenne, des forêts, ça m'avait terrorisé. Mais je te dis, je voyais, je m'avais terrorisé qu'à me clouer dans mon lit en transpirant et avoir la bête qui rentrait par la porte de ma chambre, un peu comme le loup du dessin animé qui était le loup là, de Walt Disney, là, tu vois, une bête noire avec une gueule rouge et sanglante, tu vois le genre. Hein, les yeux lumineux, tu vois le truc. Quoi, hein. J'ai moi aussi mon anecdote Euh, euh, Quand à je ce sujet-là. termine aussi, je C'est vrai que termine c'est une histoire qui peut être facilement terrifiante, naturellement. J'étais terrifié à ne plus. Mon frère dormait il avait 5 ans, il dormait dans le lit à côté. J'osais même pas l'appeler tellement j'étais terrifié. J'ai eu le courage, mais ça m'a demandé un courage surhumain de sortir de mon lit, d'aller vers la porte, de sortir de la porte, de descendre au rez-de-chaussée où ma mère était dans le salon avec mes grands-parents pour aller les rejoindre. Mais ça m'a demandé, je te dis, une force de volonté d'aller affronter l'endroit où j'avais ces hallucinations, entre guillemets, où la bête rentrait dans ma chambre. Ça, c'est le souvenir. C'est la seule fois de ma vie où j'ai été terrorisé. Et que ce soit dans la réalité ou dans la lecture. Hein. C'était la seule fois de ma vie où j'ai été terrorisé à être cloué dans le fond de mon lit, hein, à transpirer de terreur. Hein. C'est une histoire prenante, j'allais dire mordante. C'est une histoire prenante qui laisse rarement indifférent et qui peut facilement être terrorisante. Et il se trouve que dans mon cas, elle a eu une sorte d'effet inverse. Jusqu'à très récemment, j'avais peur des chiens. Tous les chiens, y compris les petites saucisses à pattes, ça me terrifiait. Depuis que je pourchasse la bête, je n'ai plus peur des chiens. Bien, bon, alors, je continue. Tu parlais qu'il fallait s'imprégner du lieu pour y aller, etc. Et je me suis dit, tu n'aurais pas envie que l'on monte quelque chose et, avec, bon, ben voilà, qu'on monte un séjour, là, par exemple, sur la bête, sur une semaine, quelque chose comme ça, et que des gens nous y accompagnent. Je dirais une dizaine de personnes peut-être, quelque chose comme ça, qui viennent nous accompagner, qu'on organise quelque chose avec logement, randonnée, visite et compagnie. Ça te dirait quelque chose, ça te dirait qu'on fasse ça et qu'on y réfléchisse pour la fois prochaine. Qu'est-ce que tu en penses? On ferait ça, à mon sens, on ferait ça du côté de l'été.
en juillet ou quelque chose comme ça. Ça te dirait? C'est la meilleure façon de découvrir cette histoire, hein, de toute façon. Les livres, c'est très bien, les documents, c'est très bien, mais Regarder les ce documents qu'on m'avait d'arrivée dit, aussi, mais bon, de on ne peut pas Richard. la comprendre ni la connaître tant qu'on n'y a pas mis les pieds. Bon, ben, écoute, moi, bon, on va y réfléchir pour la semaine prochaine, peut-être, enfin, pas la semaine prochaine, pour jeudi prochain, voir les premiers éléments qu'on mettrait en place, peut-être un itinéraire, voir un peu, c'est peut-être une idée, et puis commencer à y réfléchir. Les idées Et, ne manquent pas. et on terminerait sur un truc construit, disons, vers le dernier webinaire, ce serait peut-être dimanche prochain, ce serait peut-être la semaine d'après, selon le désir des participants. Réfléchissons là-dessus, ce serait peut-être une idée, tiens. Voilà. Ok. Alors, si ça intéresse des gens, bien sûr, ceux qui sont là, s'il y en a qui me disent oui, ça nous intéresse, on le fait. Sinon, ben, peut-être qu'on le ferait, peut-être qu'on ne le ferait pas avec d'autres personnes, on verrait quoi. Hein. Ça, c'est encore à réfléchir. Mais c'est une idée. Voilà, on ferait une partie de randonnée, on ferait une partie de visite aussi, voilà, qui nous montrerait tous ces lieux dont il nous a parlé, et peut-être d'autres aussi, certains dont on va encore parler jeudi prochain. Voilà. Bon, c'est une idée. Bien, donc on va réfléchir à tout ça. Bien, là-dessus, il est quelle heure? Voilà, ça fait 2 heures qu'on en parle. Je crois qu'on va arrêter pour ce soir ici. Et on va se retrouver jeudi prochain à 20 heures. Il y avait, je vous dis, il y avait 27 inscrits, il y en a 7 qui se sont connectés ce soir. Donc, on espère qu'il y en aura plus éventuellement. Alors, ceux qui ne se sont pas connectés, bon, ils se sont inscrits, ils auront le replay, donc ils pourront nous voir et voir ceci. Et vous aussi, vous avez le replay, bien sûr. Donc, je vous propose qu'on se retrouve jeudi prochain à 20 heures. Ça veut dire même lieu, même, même Même lieu virtuel. dans cette salle, superbe salle de réunion. Bon, allez, là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie tous et on se retrouve jeudi prochain. Je vous enverrai des invitations, vous vous réinscrivez, etc. Si ce n'est fait, vous vous réinscrivez pour la prochaine séance avec Alain. Bonne Allez, soirée, merci à tous. Alain. Ciao, ciao.